Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre édition du week-end. Voici les titres de votre journal. Des communes liées historiquement à la famille princière dévoilent leur identité, leur culture, leurs traditions sur la place du Palais Princier. Avec Cyril Piazza, nous évoquerons cette 7e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco dans quelques instants. J-1 avant la première manche de la finale du championnat de France de basket, la Roca Team affronte Paris à l'Adidas Arena et les Monégasques sont déterminés à aller chercher un 4e trophée. C'est un grand nom de la philosophie contemporaine. Souleymane Bachir Diagne a donné une conférence à Paris hier. Le lauréat du prix de la Principauté 2024 a savouré ce moment d'échange et nous y étions. Et puis ce soir, dans ce journal, nous reviendrons sur le festival de télévision de Monte-Carlo. Une grande page de votre JT sera consacrée à la 65e édition qui s'est ouverte hier. Monaco renoue ce week-end avec une partie de son histoire à l'occasion de la 7e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. Plusieurs communes françaises et italiennes liées à la dynastie monégasque se sont réunies sur la place du Palais Princier. L'opportunité de partir à la découverte de leurs traditions, de leur artisanat et de leur patrimoine. Léa Doutrouille et Arnaud Imbert. Sous le regard du couple princier et de ses enfants, les communes invitées ont été mises à l'honneur lors de cette 7e édition des rencontres des sites historiques Grimaldi. Après avoir récompensé les maires présents, le souverain a pris le temps de parcourir les différents stands installés sur la place. Parmi eux, la commune d'Ascros dans les Alpes-Maritimes, venue rappeler les liens historiques qui l'unissent à Monaco. C'est un honneur et c'est une joie puisque on a reçu le prince et c'est bien que nous, c'est une façon de le rendre à la principauté et au prince, à son Altesse le prince Albert de Monaco. Les visiteurs ont également pu découvrir les savoir-faire locaux, à l'image de ces artisans qui donnent une seconde vie à des pièces mécaniques en les transformant en objets décoratifs. Il est soudeur de métier, storiste, tout ça. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire il avait envie de diversifier son activité. Et puis un jour, il s'est mis à démonter des trucs. On fait beaucoup les brocantes. Et puis on a trouvé donc les machines à coudre, les vieilles machines à coudre. Puis venue l'idée d'en faire des motos. Autre stand remarqué, celui de Roumoul, dans les Alpes de Haute-Provence, où la lavande et les produits du terroir ont attiré de nombreux curieux, dont le couple princier. On distille nous-mêmes notre lavandin, notre lavande. On fait tout nous-mêmes de A à Z, de la plantation jusqu'à la récolte. C'est la première fois qu'on vient ici, donc on a été invités. Donc c'est un honneur pour nous d'être là. Vous avez jusqu'à dimanche pour assister à cet événement. Un spectacle son et lumière projeté sur la façade du Palais Princier est également attendu ce samedi soir à 22h. Et pour revenir encore plus en détail sur cette 7e rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco, nous sommes en duplex depuis la place du Palais Princier avec Cyril Piazza. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Vous êtes le président de l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Un mot tout d'abord sur l'ambiance qui règne sur le rocher pour cette première journée. Quelle est-elle ? C'est une ambiance chaleureuse, conviviale, avec des communes françaises et italiennes qui montrent leur savoir-faire, leur tradition, leur patrimoine. Et c'est vraiment un très bon moment sur la place. On a pu le voir dans le reportage de Léa Doutrouille qui a été diffusé juste avant cet entretien. Cette rencontre est l'occasion de pouvoir découvrir les spécialités et l'histoire de chaque site historique Grimaldi de Monaco. C'est un peu leur identité qu'ils dévoilent ? Oui, c'est leur identité, c'est leur culture, leur tradition, leur lien avec Monaco et un petit peu aussi la fierté de chaque commune. Justement, quelles sont les communes représentées cette année ? Elles viennent de France mais aussi d'Italie, je crois. Oui, il y a des communes italiennes et notamment des communes du Piémont, qui est une région à proximité de Monaco, mais qui a une histoire forte avec la principauté. Et concernant la France ? Concernant la France, bien sûr, il y a les communes d'Ascros et de Marie dans les Alpes-Maritimes, les communes de Fontaine française en Côte d'Or, et puis la ville de Mayenne et le département de Mayenne, qui sont ceux qui viennent, je dirais, de l'endroit le plus loin de Monaco, mais qui ont une histoire commune intéressante. Le prince Albert II le rappelle souvent lors de ses déplacements dans les territoires liés historiquement à sa famille. Le but, c'est vraiment d'honorer le passé, mais aussi d'entrevoir l'avenir. Cette rencontre illustre parfaitement ses propos ?
Oui, ça illustre parfaitement, on entrevoit l'avenir, on bâtit aussi un avenir commun, je pense, autour de la promotion d'un savoir-faire, de liens historiques qui vont nous permettre, en tant que commune française ou italienne, à nous projeter, je dirais, vers l'avenir, à faire la promotion de nos territoires et à maintenir un lien toujours vivant avec la principauté de Monaco et la famille de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Cyril Piazza, l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco a vu le jour en 2015. Au fil des années, elle n'a cessé de s'étoffer. Combien de membres compte-t-elle aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'est pas loin d'une centaine de membres. Il y a de nouvelles communes qui nous rejoignent et c'est vraiment un grand plaisir de voir ce réseau se développer et cette association du coup qui n'a que 11 ans d'existence. Vous accompagnez régulièrement le prince souverain lors de ses déplacements dans les fiefs Grimaldi. Ce qui est toujours impressionnant, on va dire, c'est l'accueil qu'on lui réserve. Ah oui, le prince souverain a toujours vraiment très bien accueilli dans ses sites. Les gens sont très heureux de le rencontrer, très honorés. Et il y a beaucoup de population qui attend ce moment et qui souhaite avoir un moment privilégié avec son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Et selon vous, pour les communes, cela représente quoi d'officialiser cette appartenance ? Je pense que ça représente une fierté d'abord, de dire on a un lien avec un prince, un chef d'État, un État étranger. C'est déjà une belle fierté. Puis c'est aussi, je pense, un outil de rayonnement. Ça permet à la commune de rayonner, de faire sa promotion et puis de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer si on n'était pas membre de ce réseau. Et vous parlez en connaissance de cause, Cyril Piazza, parce que vous êtes le maire de Peille, un site historique Grimaldi de Monaco. Oui, effectivement, je dirais le plus ancien site historique Grimaldi de Monaco, puisque c'est à Peille que s'était signée la vente du rocher de Monaco aux Génois, qui a permis à Malizia de s'emparer de la principauté. Donc c'est vrai que c'est particulier ce lien. Et puis au fil de cette association, j'ai pu rencontrer d'autres communes, d'autres territoires, échanger, promouvoir la commune de Peille, promouvoir l'association des sites, promouvoir aussi le marché et puis aujourd'hui les rencontres Grimaldi qui sont organisées par la Fédération historique des sites Grimaldi de Monaco et la Principauté de Monaco et c'est un vrai plaisir pour moi de faire cette promotion. Et on précise que cette rencontre se déroule jusqu'à demain sur la place du Palais Princier. Merci infiniment Cyril Piazza d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous, bonne soirée à tout le monde. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, était à Budapest ce vendredi pour participer à l'ouverture de la 55e Assemblée générale des comités olympiques européens. Cet événement marqué par la présence de la présidente du CIO, Kirsty Coventry, a réuni les représentants de 49 comités nationaux olympiques. Il constitue l'un des rendez-vous forts du calendrier olympique européen et permet notamment d'aborder les prochaines grandes échéances, comme les Jeux européens d'Istanbul qui auront lieu dans un an, mais aussi les Jeux des petits États d'Europe qui se dérouleront à Monaco en mai prochain. En basket, la Rocket Team affronte Paris ce dimanche à 17h en finale du championnat de France à l'Adidas Arena. Une première manche très attendue par les joueurs de la Principauté qui souhaitent ajouter un nouveau trophée à leur palmarès. Mike James et Daniel Theis ne feront pas partie du déplacement pour ce choc de fin de saison. L'entraîneur Sergei Geladir et Terry Tarpey sont revenus en conférence de presse aujourd'hui sur les clés et les enjeux de cette finale face à leur grand rival. Ils sont au micro de Gaëtan Lebrun. Avec Paris, c'est chaque match différent parce qu'ils jouent le rythme incroyable, le rythme de basket, beaucoup de possessions, très vite, avec beaucoup de shooters, très agressifs en rebond offensif. Et bon, si on fait bon travail en défense, si on contrôle le rebond, le match est un peu différent. Mais si Paris commence à marquer de 3 points, c'est encore l'autre match. Donc chaque match c'est différent, même si c'est pas Paris, mais chaque match c'est différent. C'est une petite chose extra pour la motivation. Personnellement, j'aime bien jouer avec ces petites émotions de revanche. Encore, ils ont pris le titre l'année dernière. Un peu comme Le Mans l'année dernière, cette année a vraiment été ciblée pour nous. À chaque fois on joue contre Le Mans, on voulait gagner le match. Donc c'est un peu pareil cette fois-ci avec Paris. On ne sent pas trop de pression de plus. En fait,
On avait plein de choses qui est passé cette année et cette bruit de l'extérieur, ça nous embête pas trop. Pour nous, c'est une série contre une équipe d'Euroleague et on voulait prendre les séries. Et plus que ça, c'est basket. Sortie de piste pour Charles Leclerc lors des qualifications à Barcelone, il a percuté violemment les barrières en Q3, provoquant un drapeau rouge. Si le Monégasque en est sorti indemne, c'est un nouveau coup dur pour lui, moins d'une semaine après son accident à Monaco. George Russell a pris la pole de ce Grand Prix de Catalogne. Il devance Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. La liste des engagés au meeting Hercules s'est complétée hier avec l'annonce de 2 nouveaux noms. 2 champions olympiques de triathlon, Cassandre Beaugrand et Alexis, seront au Stade Louis II le 10 juillet prochain. Pour la Française, licenciée à l'AS Monaco Athlétisme, cette participation constitue un rêve d'enfant. Elle qui a participé petite aux 1000 mètres d'Hercules et qu'elle a même remporté dans sa catégorie. Il s'appelle Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais primé à plusieurs reprises. Il a été récompensé en 2024 du prix de la Principauté, un prix remis conjointement par les Rencontres philosophiques de Monaco et la Fondation Prince-Pierre et qui honore chaque année un auteur pour l'ensemble de son œuvre philosophique. Vendredi, Souleymane Bachir Diagne a donné une conférence à la Maison de la Poésie à Paris, un moment d'échange sous les yeux des membres fondateurs des Rencontres philosophiques de Monaco et de son Altesse royale la princesse de Hanovre. Le reportage de nos correspondants Justin Hadel et Jérémy Henry. C'est une tradition. La conférence magistrale menée par le lauréat du prix de la Principauté décerné chaque année par les Rencontres philosophiques de Monaco et la Fondation Prince-Pierre. Le prix d'une œuvre est toujours accompagné d'une grande conférence autour du travail de l'auteur ou du philosophe en question. Ici, Souleymane Bachir Diagne a construit cette conférence magistrale en se basant sur 3 concepts: universalisme, universel et traduction. Il est à la fois africain, il est musulman, il est très marqué par la culture philosophique européenne et c'est à partir de ces langues et de toutes ces cultures qu'il rejoue ou qu'il cherche à rejouer le concept de l'universel. Une conférence suivie d'un temps d'échange entre le public et le philosophe, des spectateurs issus de différentes générations. J'ai été ravi d'avoir plusieurs générations qui étaient présentes et d'avoir surtout ces jeunes étudiants, comme vous avez vu, qui en veulent, comme on dit, et qui m'ont en quelque sorte poussé dans mes derniers retranchements. J'ai adoré la conversation que j'ai eue avec eux. J'ai adoré leurs exigences parce qu'en définitive, nous avons parlé du monde fragmenté qui est le nôtre et c'est le monde dans lequel ils doivent eux-mêmes inventer leur avenir. Des échanges qui ont touché émotionnellement cet homme, voix majeure de la philosophie contemporaine. Une conférence importante selon lui qui tient à remercier ceux qui en sont à l'origine. Les rencontres philosophiques, effectivement, représentent selon moi une sorte de phare dans ce monde sombre qui est le nôtre. Avoir un lieu comme celui-là, où précisément on se rencontre en philosophie, dans la discussion, dans ce qui est absolument précieux, c'est-à-dire un espace public de l'argumentation, de la contre-argumentation, c'est quelque chose d'irremplaçable. Une mission portée par ces rencontres philo sur le sol national et à l'étranger depuis plusieurs années. Place à présent à la chronique US qui vous emmène ce soir non pas aux États-Unis mais au Canada où le marché de l'art ne relève pas seulement de choix esthétiques. Exemple à Vancouver où plusieurs centaines d'œuvres ont été installées de manière définitive au pied des gratte-ciel. Gros plan sur ce musée à ciel ouvert avec Bastien Bory. Vu d'en haut, rien ne semble distinguer Vancouver de ses voisines nord-américaines, nées de plans en damier, de verre et d'acier. Mais entre les lignes de son cadastre, cette métropole fondée en 1886 compense sa jeune histoire en exposant 400 œuvres d'art permanentes à même la rue. Un catalogue en partie financé par une taxe sur les projets immobiliers et dont l'une des artistes les plus représentées est franco-libanaise. Vancouver est une ville qui se cherche encore.
Vancouver est une ville, si tu as eu l'occasion de traverser le centre-ville ou les alentours, il y a de la construction partout. C'est une ville qui croît, qui grandit. On a 1 million de personnes qui arrivent au Canada tous les ans. Donc vraiment, c'est une ville en pleine croissance et chacun de nous vient de quelque part. Nous n'avons pas cet ancrage qu'a la vieille Europe ou qu'ont les vieux pays ou qui sont là depuis des millénaires. Donc pour nous, chacun crée son histoire et chacun raconte son histoire au travers des restaurants qui s'ouvrent, au travers des maisons qui se construisent, au travers de beaucoup de choses pareilles. Et moi, je trouve que de laisser une trace de notre passage, de notre vécu, de ce que nous avons amené avec nous. Moi, j'ai vécu au Moyen-Orient, je parle 5 langues, mais ma mère était espagnole d'Europe. Donc, tout ça, tout cet ADN qui est en moi, je le transpose dans mes œuvres quelque part et je laisse un petit peu de mon ADN dans ces espaces-là. Et entre l'artistique et le fonctionnel, il existe un seuil que Marie Khoury a franchi. De bronze ou de béton, de résine ou d'acier inoxydable, certaines de ses œuvres nées dans la paume d'une main servent aujourd'hui d'agora et d'assise à tout un quartier. Un usage public qui exige des formes et matériaux adaptés au climat capricieux de Vancouver et à l'identité de ses 22 arrondissements. Tu as des corridors à Vancouver qui sont des corridors de conduite où les gens ne marchent pas à côté de l'œuvre et donc tu as besoin d'avoir une œuvre qui, elle, va être visitée par des automobilistes donc qui vont la voir, ou les immeubles en face. Tu as d'autres endroits qui sont à côté d'un parc, à côté d'une école, où là tu as un passage piéton, donc les gens vont avoir le temps de s'arrêter, de respirer, de voir. D'autres endroits, tu as des cafés, donc les gens vont cohabiter avec l'œuvre quelque part. Donc je pense que c'est très très important de faire ces études préliminaires et de vraiment réfléchir et de ne pas être égoïste au sens de vouloir simplement se faire un cadeau à soi-même et implanter quelque chose qui va dire voilà ça c'est du X, Y, Z, mais peut-être ça c'est une œuvre qui parle au secteur où on est, à l'architecture qui a été faite, au jardin qui est à côté. Il faut surtout réfléchir à ces choses-là parce que nous ne faisons que passer. Mais ces choses-là restent et demeurent. Et elles vont faire partie du tissu urbain qui se construit. Donc c'est très très important qu'on soit ouvert et en relation avec tous ces aspects. Et l'un de ces aspects est le flux migratoire transpacifique. Ici, 46% de la population est d'origine asiatique, chinoise en tête, assez pour déplacer certaines fractures politiques d'Extrême-Orient vers l'Ouest canadien. Depuis sa création il y a 20 ans, la Biennale de Vancouver, acteur majeur de l'art public, a dû parfois bousculer la diplomatie locale. Different conversations occur based on the artist. The artist you see right here. He was very controversial in the beginning because the Chinese consulate wasn't happy with the fact you had Miss Mao sitting on the top of Lenin's head. One of these artists today, the Bagao brothers, he's incarcerated in China, been in jail for almost 18 months. His brother is hanging out there and hoping that maybe he'll be released. He's considered a political prisoner, I would suspect, because they didn't openly voice criticism of communist leaders and various things, but they did it through their art forms in sort of soft, playful ways. That had lots of challenges in Richmond where it was installed. Eventually they put yellow ribbons around it. But you'd have comments, people would leave comments, and you would know whether it was the Chinese, mainland Chinese population, whether it was the Hong Kong population or the Taiwanese population. Each one's had different hostilities or likes for the work. Criminalisé jusqu'en 1951 par les lois canadiennes, l'art autochtone a de son côté survécu dans la clandestinité des villages reculés avant de devenir un pivot des chartes d'urbanisme à Vancouver. L'art public est désormais pour ces Premières Nations un outil de réappropriation d'une souveraineté perdue. I've had the great honor to work one with Indigenous communities as well as many Indigenous artists. And you know, it starts from an ability to listen, right? So when you are working in territory, is to be able to have conversation and be able to listen and to be able to, ask questions, about protocol
And when there's trust built in a relationship because you have cared enough about protocol, cared enough about what's the best way to work with artists, and you weave that into a process, that serves the project really well. Et au sens large, l'économie culturelle du Canada génère à l'échelle du pays 131 milliards de dollars par an, c'est plus que l'automobile et l'aéronautique réunis. De retour en Principauté où la 65e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo a été lancée vendredi soir en présence du prince Albert II et de nombreuses stars du petit écran. Chaque soir, pendant la durée du festival, Sarah Inkari et Théo Schumer vont vous faire vivre l'ambiance de cet événement avec des reportages, des interviews et rejoignons-les justement du côté du Grimaldi Forum. Sarah, Théo, bonsoir à vous deux. Cette année encore, les célébrités sont au rendez-vous. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous et bonsoir ma chère Sarah. Bonsoir Théo, bonsoir à tous. Comment ça va? Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau bel événement ici à Monaco. Je suis très heureuse moi aussi, en pleine forme et vous? Moi ça va super aussi. Et donc oui, du très beau monde pour le coup d'envoi de ce 65e festival et au programme des téléfilms et des séries françaises et internationales à succès avec notamment la grande série qui a été diffusée en avant-première hier soir, The Walking Dead, Dead City, le nouveau spin-off de The Walking Dead. Et dans quelques minutes, notre grand invité du jour sera un vétéran de l'univers post-apocalyptique, le showrunner de cette nouvelle série, le grand Seth Hoffman, mesdames, messieurs. Mais avant tout cela, Théo, nous allons revenir sur la cérémonie d'ouverture, marquée d'abord, comme le veut la tradition, par les remises des prix honorifiques. Ils étaient remis par le prince Albert II à des figures incontournables de la télévision et du cinéma. On commence avec Esther Esposito, l'actrice espagnole révélée dans la série Netflix Elite, a reçu des mains du souverain la nymphe d'or du meilleur espoir international. La voici sur le tapis bleu. Pues significa un montón, es muy especial que reconozcan en un festival así, además en otro país, el trabajo, la carrera de actores, de actrices jóvenes. Sí, claro. Y además con artistas así, ¿no? Con gente a la que admiro y tan brillante, pues compartir este momento se siente muy, no sé, me siento muy privilegiada. Ahora, ¿cuáles son tus proyectos y futuros proyectos también? Pues en septiembre estreno Marfil, una saga de 2 películas para Prime Video. Acabo de estrenar en Tribeca, en el Festival de Nueva York, una película increíble que se llama Dante, que también se va a estrenar pronto, aún no se puede decir. Y bueno, he grabado también alguna cosita especial que no puedo contar, pero que creo que no va a tardar en poder ver la gente, así que... Quizás una cosa en Francia. ¿Posible? Me encantaría, tengo que aprender francés. Tengo esa asignatura pendiente. ¿Algunas palabras? Te puedo decir merci, bonsoir, bisous. Le meilleur espoir a croisé celui qui n'a plus rien à prouver, le vétéran de la télévision. Michel Drucker célèbre ses 65 ans de télévision au festival, qui fête aussi ses 65 ans d'ailleurs. Le grand journaliste a reçu la nymphe d'honneur, évidemment très ému. Quel regard porte-t-il sur sa belle et longue carrière qu'on admire tous, surtout nous, jeunes journalistes? Sarah, nous lui avons posé la question. Comment imaginer que je suis là depuis 65 ans, donc j'ai l'impression que je suis déjà un vieux monsieur, et on me dit que non. Alors voilà, mais vous savez, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Alors voilà, vive la télé c'est ma passion. La télé a changé, mais quels étaient les codes justement de vos meilleures émissions, disons? Difficile de résumer ça en quelques... Je crois que j'ai aimé les gens et qu'ils me le rendent bien, car pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Il faut aimer les artistes, il faut aimer les gens, et les gens le sentent. Donc je suis très ému de voir tous ces gens qui viennent me dire on a grandi avec vous. Un grand monsieur, vraiment grand monsieur de la télévision. Et le défilé s'est poursuivi dans la salle des Princes hier soir, Sarah, ici au Grimaldi Forum, évidemment. Oui, et c'est un véritable rayon de soleil qui est ensuite monté sur scène, distingué de la nymphe de cristal, Dame Christine Scott Thomas, la réalisatrice, scénariste et bien sûr actrice d'origine britannique au CV impressionnant qui a brillé dans les films comme Le Patient anglais, 4 mariages et un enterrement ou encore L'ombre d'un soupçon avec Harrison Ford. Vous l'avez vu tout récemment encore l'année dernière dans Le mariage de ma mère et elle est à l'affiche de la 6e saison de Slow Horses. Elle s'est confiée à nous dans un français excellent. Ah oui, un français excellent parce que Dame Christine Scott Thomas a été naturalisée française en 2017. Écoutons-la.
je suis très touchée et je suis même émue de ça parce que moi, j'ai pas l'impression d'avoir terminé une carrière. Et c'est comme si on me tapait sur l'épaule en disant voilà, on voudrait vous donner quelque chose pour la carrière. Ah bon, j'ai fait une carrière? Je regarde en arrière. Finalement, il y a pas mal de choses qui ont été faites et je suis contente. Merveilleuse actrice. Je vous propose une petite parenthèse, Sarah, sur les trophées, les nymphes, pour rappeler qu'elles sont façonnées à la main par un maître verrier italien. C'est important de le préciser parce que c'est vraiment tout un art ici en Principauté. Oui, tout à fait, Théo. Il s'agit de Giancarlo Signoretto. Il confectionne les trophées du festival depuis maintenant 2016 en s'inspirant de la célèbre sculpture de Jean-François Bozio exposée au musée du Louvre. Alors, on a tous déjà vu, je pense, cette sculpture. Elle est assez connue. Voilà pour cette petite anecdote. D'autres personnalités étaient présentes, Sarah, pour les jeux, les séries et films français qu'on connaît évidemment tous, en tout cas ici, et les films francophones surtout. Oui, ils font partie tout simplement de notre quotidien. On avait par exemple Amir avec nous sur le tapis bleu avant la cérémonie qui lui est à l'affiche de La Belle et le Boulanger, la mini-série télé de TF1 sortie en début d'année. Vous l'avez regardé vous Théo? Moi je l'ai regardé, oui, justement parce que j'en ai entendu que du bien. Donc forcément, on m'a dit que ça valait le détour. Oui. Alors j'ai pas hésité. Vous avez eu bien raison, 3 millions de téléspectateurs au lancement. Cette comédie romantique est un véritable succès. C'est l'adaptation d'une série qu'Amir connaissait bien et c'était rassurant pour lui de faire ses débuts d'acteur sur cette série-là. C'est une série israélienne à l'origine qui a cartonné dans le monde entier. Elle a été rachetée dans plein de pays et j'ai envie de dire presque grâce à cette rencontre avec TF1, TF1 a activé le projet, a appuyé sur le lancement de la prépa et 6 mois après notre rencontre, on était déjà en train de le tourner. C'était assez fou, émouvant pour moi parce que comme premier projet, savoir que je mets les pieds dans un monde qui m'est étranger d'une part, qui me fascine de l'autre et au travers d'une histoire que j'adore. C'était beaucoup d'éléments particulièrement touchants pour moi, marquants symboliquement. Et depuis, j'ai eu la chance de jouer dans d'autres séries. Il y en a une qui est actuellement sur Apple TV qui s'appelle Unconditional, donc diffusée dans le monde entier. Un rôle très différent. Et beaucoup d'excitation pour moi parce que ça fait longtemps qu'il me manquait un nouveau truc qui me challenge. Autre série du petit écran, Un si grand soleil diffusé sur France 3. Gros succès depuis 2018 avec plus de 1000 épisodes à ce jour. Ce matin avait lieu une séance de dédicace avec le cast dont Aurore Delplace, alias Johanna Lemeur, une brillante avocate. Nous l'avons rencontrée cet après-midi. Elle nous a parlé justement de son personnage dont elle s'inspire même dans sa vie personnelle. Écoutez. J'aime tout chez elle. Et d'ailleurs, ce que je dis à chaque fois, c'est que au début, elle était plutôt gare. C'était une femme d'affaires, sans scrupules, qui était prête à tout. Et je me suis j'ai un peu pompé d'elle je m'en suis servi pour dans ma vie à moi, parce que n'ayant pas confiance, étant parfois trop gentille, je me suis inspirée de ce personnage et je lui ai piqué plein de choses. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, elle s'est inspirée de moi, donc moi j'ai mis de moi dans ce personnage aussi. Donc on marche en symbiose. Et plus tôt dans la journée, ce sont ses fans qui l'ont rencontré, toujours aussi enthousiaste, et ça lui a beaucoup plu. C'est à chaque fois assez intense et c'est beau. Ça nous fait bizarre et on se rend compte de l'impact que ces séries ont sur les gens et du bien qu'on leur fait. Donc, mais quel bien ça nous fait à nous quand on arrive et qu'on est accueillis de cette manière-là. C'est tellement touchant. Allez Théo, il est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du jour. On vous le disait tout à l'heure, la cérémonie d'ouverture a été marquée par la diffusion en avant-première des 2 premiers épisodes du spin-off The Walking Dead Dead City. Le cast était évidemment présent et acclamé par le public et celui qui tire les ficelles de cette grande série, c'est Seth Hoffman. Seth Hoffman, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Est-ce que d'abord, oui, c'est votre première fois, vous nous le disiez tout à l'heure, à Monaco. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici et surtout pour un tel événement, cette avant-première? This is the most beautiful city I've ever seen in my life. I live in Los Angeles and I think Los Angeles is a pretty special place, but Monte Carlo, it's really, really amazing here. I couldn't imagine a more special place to be able to show our season 3 premiere. Et comment justement s'est passée cette avant-première? Comment a réagi le public à cette diffusion? I think that
not everyone was prepared for how much blood there might be, but I think it was an amazing time. The Walking Dead a encore un succès fou, encore aujourd'hui. Après plus de 15 ans, plus de 6 spin-offs, où est-ce que vous trouvez encore l'inspiration? So, what's great about The Walking Dead is you can go anywhere. There's always room to find something else. So, for example, for season 3, I worked on the original Walking Dead show in seasons 4, 5, and 6. And at that time, we had characters sometimes who might hope that things would get better. But if they did, they were punished for having that hope. Now, in season 3 of this spin-off, there's electricity, there's food, there's weapons. They can think that it's not just, they don't just have to think about surviving until tomorrow. They can begin to think about surviving a longer time and they can actually have hope. Voilà, un message d'espoir. Merci beaucoup, Seth Hoffman, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain pour la suite du Festival Télé. Et qu'est-ce qu'on aura de beau au menu demain, Sarah? Alors au menu, Théo, que de bonnes choses, c'est promis. J'espère. Avec du jeu télé, Les Traîtres sur M6 avec Issa Doumbia et Eric Antoine. Encore une série française diffusée pendant plus de 10 ans dans les années 2000, la saga culte de TF1 Sous le soleil. Et puis on fera quelques pas de salsa avec les professionnels de Danse avec les stars. Bon, il va falloir s'y mettre maintenant, parce que moi j'ai un peu du mal niveau danse. Bah écoutez, mais bon, comptez sur moi. On devrait y arriver, je pense qu'on devrait y arriver. J'ai pas vraiment de notion, mais ça devrait aller, je pense. On vous dit à demain et c'est à vous, Émilie. Merci à vous deux. On vous retrouve demain pour la suite du Festival de télévision de Monte-Carlo, à suivre donc sur Monaco Info. On prolonge justement ce festival avec les photos de fin de JT. Stéphane Dana met en valeur ce soir les stars qui ont foulé le tapis bleu. Dans un instant, la météo de Léa Dutrouille. Passez une excellente soirée et à demain, dimanche, 18h30 pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce dimanche 14 juin, le temps restera variable sur la principauté, mais toujours sous un ciel sec. Au réveil, comptez 19 degrés sous un ciel changeant, devenant progressivement très nuageux. Le vent restera faible avec quelques rafales autour de 20 km/h. Dans l'après-midi, les températures grimperont jusqu'à 23 degrés, mais le ressenti pourra atteindre 32 degrés sous l'effet du soleil. Le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux parfois denses, sans aucune précipitation. L'indice UV sera cette fois fort avec un niveau de 7, prudence donc lors des expositions prolongées. Et pour votre soirée, le mercure affichera encore 21 degrés dans une ambiance agréable malgré quelques nuages mais aucun risque de pluie à signaler. Côté éphéméride, nous fêterons demain la Saint-Élysée. Une très belle soirée à vous.